Je veux dire, parmi tous les plans fous de l'Allemagne nazie, celui-ci se distingue comme l'un des plus insensés. Hitler voulait transformer la Crimée en une sorte d'utopie coloniale de l'Allemagne nazie. Et, plus intéressant encore, il pensait avoir une justification historique pour le faire. La péninsule de Crimée est, pour une raison quelconque, essentiellement un aimant à mythes et à géopolitique. Je suppose que c'est parce qu'elle se trouve justement à la frontière de différents empires à travers l'histoire. Ainsi, les gens ont passé des siècles à projeter leurs propres fantasmes historiques sur elle. Ce n'est pas seulement l'obsession d'un pays. La Crimée a été réimaginée comme tout, d'un berceau sacré de la civilisation à une patrie pour de farouches guerriers des steppes. C'est peut-être lié au fait que beaucoup d'Européens modernes savent, en quelque sorte, que leurs ancêtres venaient de quelque part en Asie. Des steppes, potentiellement originaires de là, ou du moins ayant traversé la Crimée. Par exemple, les anciens écrivains grecs la considéraient comme une frontière barbare et terrifiante du monde connu, et il y avait quelques colonies grecques là-bas. Ils l'ont utilisée comme décor pour le mythe d'Iphigénie, une princesse forcée d'accomplir de brutaux sacrifices humains sur des marins naufragés. Des siècles plus tard, la noblesse polonaise développa un immense mythe sarmate, affirmant qu'elle était la descendante directe d'une féroce tribu nomade de l'Antiquité, qui régnait autrefois sur la steppe criméenne. Même le folklore hongrois rattache ses racines magyars à la péninsule, inventant une sorte de mythe fondateur autour des frères Unor et Magor, qui auraient poursuivi une sorte de cerf-blanc miraculeux, jusque dans la région où ils épousèrent les filles d'un prince local. En plus de cela, la culture russe a profondément idéalisé la Crimée comme une terre sacrée, construisant une sorte de mythe national autour de la croyance que le grand-duc Vladimir fut baptisé dans la ville criméenne de Chersonèse en 988, apportant ainsi le christianisme à toute la Russe de Kiev. Mais parmi toutes les histoires racontées à propos de ce petit bout de terre, rien n'est devenu aussi fou et incontrôlable que l'obsession allemande pour ce territoire. Ce qui avait commencé comme une véritable migration de tribus germaniques, les Goths dans l'Antiquité, s'est transformé en une sorte d'obsession romantisée chez les intellectuels allemands du XIXe siècle. Et puis, si l'on avance rapidement jusqu'aux années 1940, le régime nazi a complètement instrumentalisé cette histoire. Sous les ordres personnels d'Adolf Hitler, il y avait un mélange de fanatisme racial, de mysticisme étrange et de l'histoire réelle des vrais fermiers allemands qui s'y sont installés dans les années 1800. Tout cela a été combiné et utilisé pour justifier un plan assez terrifiant. Éradiquer la population locale et transformer la Crimée en une colonie utopique allemande nazie. D'accord. Pour comprendre pourquoi les nazis étaient aussi obsédés par la Crimée au départ, il faut en quelque sorte remonter à la fin de l'Antiquité et voir comment les Goths se sont divisés. C'est vers la fin de l'Empire romain d'Occident. Les Goths venaient à l'origine de la région du bassin de la Vistule. C'est près de la Pologne actuelle. Certaines personnes disent qu'ils venaient de l'île bien nommée de Gotland, qui fait maintenant partie de la Suède. Ils ont alors commencé à se déplacer vers le sud et l'est vers la mer Noire au IIe siècle après J.C. Au cours de leur voyage, ils se sont divisés en deux groupes principaux. Les Goths de l'Ouest, les Wisigoths, se sont dirigés vers Rome. Ils ont combattu l'Empire et ont fini par se fondre dans les populations locales de la France, de l'Italie, du Portugal et de l'Espagne, créant ainsi les royaumes ostrogoths et wisigoths. Mais les Goths de l'Est avaient un petit groupe qui a également poussé vers les vastes steppes ouvertes d'Ukraine et a finalement traversé jusqu'en Crimée. Ils s'y sont installés et y sont restés assez longtemps, se mélangeant avec d'autres populations locales et sans jamais vraiment établir une identité propre ou leur propre royaume unique là-bas. Ils vivaient surtout dans le sud-ouest de la péninsule, dans la région appelée Gothie. Leur capitale s'appelait Doros, et certaines ruines ont été découvertes, confirmant leur présence et leur identité culturelle. Et nous savons qu'ils sont restés un certain temps, car les estimations indiquent leur arrivée dès le IIIe siècle, avec des rapports beaucoup plus tardifs attestant de leur existence. Ogier, Ghislain de Busbecq, un envoyé du Saint-Empire romain germanique auprès de l'Empire ottoman, est l'une des principales sources à leur sujet. Dans une lettre datant d'environ le XVIe siècle, il rapporte l'unicité de la langue gothique de Crimée.
Cela prouve que lorsque les Huns ont déferlé et détruit les anciens royaumes des steppes autour d'eux, les Goths de Crimée ne se sont pas enfuis vers l'ouest. Au lieu de cela, ils se sont repliés dans les montagnes accidentées et fortifiées du sud de la Crimée. Et parce qu'ils étaient tellement isolés dans leur forteresse de montagne, ils ont réussi à préserver leur langue germanique distincte, si loin de l'Allemagne, pendant plus de 1000 ans. Ils se sont mêlés aux Grecs et aux Alains locaux. Ils se sont convertis au christianisme orthodoxe et, finalement, tous ensemble, ils ont formé un petit royaume médiéval appelé la Principauté de Théodore. Théodoro a résisté jusqu'à ce que l'Empire ottoman le conquiert finalement à la fin du XVe siècle, mettant ainsi fin au dernier État gothique indépendant. J'ai étudié l'ascension et la chute des empires, et j'ai constaté que c'est assez similaire au marché boursier. Vous trouvez une action solide et vous y investissez, pour découvrir qu'un mois plus tard, elle a chuté et que vous avez perdu votre argent. Ensuite, j'ai trouvé un investissement qui rapporte simplement de façon régulière. Laissez-moi vous montrer comment je fais, et comment vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 500 €. Des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent, et ce n'est pas surprenant. Lorsque vous investissez en bourse, vous devez constamment prédire et prendre des décisions. Acheter, vendre, attendre, réagir aux actualités. C'est pourquoi j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans être collé au marché. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. En termes simples, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers, et vous gagnez des intérêts fixes en retour. Sur la plateforme Mintos, tout est simple. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance, et les paiements arrivent à chaque jour comme un revenu passif prévisible sur la plateforme. Je peux filtrer les prêts selon le rendement désiré, le niveau de risque que je suis prêt à prendre, l'horizon de temps pour récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir, et même la devise. Mintos propose également des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement, ce qui me laisse plus de temps pour voyager comme j'aime. La grande question est, quel est le rendement attendu? Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour un revenu passif. Mintos fonctionne depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous la directive MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € à partir d'un investissement de 500 €. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour l'obtenir dès maintenant. Des rendements stables, pas de mauvaises surprises, et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Mais alors que les anciens Goths disparaissaient ou se fondèrent dans l'Empire ottoman, une toute nouvelle vague d'Allemands fit son apparition. Ce n'était pas encore un mythe. Il s'agissait d'une migration massive, soutenue par l'État. En 1783, la Russie a annexé la Crimée sous Catherine la Grande, la conquérant aux Ottomans. Catherine, princesse allemande de naissance, comprit qu'elle avait un problème. Les nouvelles terres du sud conquises étaient très peu peuplées, et elle voulait les sécuriser contre l'Empire ottoman. Sa solution fut le manifeste de 1763 que ses successeurs ont développé par la suite. Ils ont invité des étrangers européens, en particulier des Allemands, à venir s'installer aux nouvelles frontières de l'Empire russe, y compris la Crimée. Cela a donné naissance aux Allemands de la Volga, une importante minorité allemande au sein de l'Empire russe, qui a fini par se déplacer et migrer. Certains sont partis, mais c'est une autre histoire. À l'époque, la grande ruée vers la Crimée a atteint son apogée vers 1804, sous le règne du tsar Alexandre Ier. Des milliers de familles allemandes ont quitté des régions comme le Bade, le Wurtemberg, le Palatinat et l'Alsace. Ils ont fondé des colonies allemandes assez distinctes, et organisé en plein milieu de la steppe criméenne et le long de la côte sud de la péninsule. Ces colons ont eu un succès remarquable, profitant de nombreux avantages accordés par les Russes par rapport aux paysans locaux. Ils ont aussi introduit des techniques agricoles occidentales avancées. Ils ont introduit de nouveaux types de bétail et ont créé des communautés agricoles et viticoles très prospères. À la fin du XIXe siècle, il y avait des dizaines de milliers d'entre eux, des Allemands ethniques vivant en Crimée. Ils géraient leurs propres écoles, parlaient allemand et maintenaient une identité complètement distincte au sein de l'Empire russe. Ils étaient les successeurs symboliques des anciens Ostrogoths, bien que de manière indirecte. Et pendant que ces fermiers allemands étaient occupés à faire pousser des cultures dans la steppe de Crimée,
Les intellectuels en Allemagne développaient une obsession romantique assez massive pour le passé ancien et plus récent de la péninsule, en raison de leur connaissance de ces migrations ostrogothiques, renforcées par cette installation allemande plus récente. L'étincelle pour cela fut en réalité la redécouverte de ce texte du XVIe siècle par le diplomate nommé Ogier Ghiselin de Busbecq, dont nous avons parlé plus tôt. Lors de sa visite à Constantinople, Busbecq a rencontré 2 voyageurs de Crimée et a noté une liste de 101 mots qu'ils parlaient. Les mots étaient indéniablement germaniques, utilisant des termes comme Plout pour sang et Toren pour porte. Pour les érudits allemands du XIXe siècle, cette liste était tout simplement stupéfiante. Elle était considérée comme une preuve absolue qu'une tribu germanique disparue avait survécu aux confins du monde. Les voyageurs et écrivains allemands ont commencé à affluer vers la côte de la mer Noire, non seulement pour le climat, mais aussi pour chercher activement des traces de la vie gothique. Ils ont idéalisé de façon romantique les vieilles ruines de Théodore, affirmant qu'il s'agissait d'un ancien état germanique pur. Et avec le temps, cela a donné aux nationalistes allemands un immense sentiment de fierté, leur faisant croire que leurs ancêtres étaient naturellement destinés à bâtir des empires et à s'étendre vers l'Est. Cela correspondait parfaitement à l'idéologie nazie du Lebensraum. Au début du XXe siècle, des groupes nationalistes agressifs comme l'Association pangermanique ont commencé à utiliser ces théories académiques romantiques pour soutenir que l'Allemagne avait un droit historique sur la Crimée. Même si l'ancien royaume de Théodora était en réalité un véritable creuset ethnique, bien sûr, il y avait des Goths, mais aussi des Grecs et des Alains. Ils parlaient surtout grec dans l'ensemble, sans compter l'absurdité de cet argument, que n'importe quel pays pourrait invoquer pour revendiquer un territoire si leurs ancêtres y ont vécu. Donc, lorsque les nazis ont pris le pouvoir en 1933, ils ont transformé cette obsession académique romantique en une politique raciale mortelle. Ils considéraient l'histoire comme une immense guerre biologique entre les races. Alfred Rosenberg, l'un des principaux idéologues nazis, a créé tout un ministère pour écrire l'histoire de l'Est. Ces chercheurs ont vigoureusement défendu l'idée que les Goths étaient des Aryens purs et supérieurs. Ils ont utilisé l'ancienne présence des Goths pour prétendre que les slaves n'étaient que de simples occupants illégitimes temporaires de terres appartenant légitimement à la Grande Allemagne. Lorsque les forces nazies ont envahi l'Union soviétique et sont entrées en Crimée en 1941, elles ont découvert ces villages agricoles allemands établis de longue date, qui, comme nous le savons, n'étaient pas les successeurs directs des Goths, mais le résultat d'une migration distincte. Mais pour l'appareil racial nazi, ces villages servaient à étayer leur théorie. Ils considéraient en réalité les agriculteurs allemands locaux comme un cordon racial endurant qui avait réussi à préserver leur héritage ancestral au milieu d'une mer de peuples slaves et asiatiques. On se demande s'ils étaient vraiment assez stupides pour y croire, ou s'ils utilisaient simplement cela comme excuse pour valider leur théorie très absurde. Mais tragiquement, la simple existence de ces communautés allemandes bien réelles a en fait scellé leur destin sous le régime soviétique. Alors que l'armée allemande approchait à l'été 1941, Joseph Staline ordonna la déportation forcée de pratiquement toute la population allemande ethnique de Crimée, accusée d'être de potentiels complices pour Hitler. Plus de 50 000 personnes, toutes allemandes, furent rassemblées, entassées dans des wagons à bestiaux et exilées vers les plaines hostiles de Sibérie et du Kazakhstan, détruisant ainsi une communauté qui y vivait effectivement depuis des générations. Même si les véritables Allemands étaient partis, leurs villages vides et les anciens mythes gothiques continuaient d'alimenter l'imagination personnelle d'Adolf Hitler. Il était obsédé par l'idée de la Crimée. Certains documents indiquent que lors de ses discussions nocturnes pendant la guerre, il parlait régulièrement du roi ostrogoth Théodoric le Grand, et il considérait la mer Noire comme un territoire allemand ancestral. Pour Hitler, la Crimée n'était pas simplement une autre province conquise à piller pour ses matières premières. Il la considérait comme une sorte de prix sacré et mystique. Bien avant que son armée ne contrôle totalement la péninsule, il ordonna que la Crimée soit séparée de l'Ukraine et placée sous le contrôle direct du Reich. Elle devait devenir son projet personnel favori, une colonie nazie utopique purement allemande. Le plan, élaboré sous l'égide bureaucratique du Generalplan Ost, était totalement radical. Tout d'abord, elle serait renommée de Crimée en Gotland ou Gottingo, ce qui signifie terre des Goths. Toute la carte était alors également germanisée. Sébastopol devait être renommée Theodrichshafen, ce qui signifie le port de Théodric,
et Simferopol devait s'appeler Gothenburg, le château gothique. Pour bâtir cette utopie, les nazis voulaient une terre totalement vide. Les SS et les escadrons mobiles de la mort ont immédiatement exterminé la population juive de Crimée, et les millions de Tatars de Crimée et de Slaves restants devaient soit être exploités jusqu'à la mort, soit être expulsés de force, expulsés de l'autre côté du détroit de Kertch, dans la nature sauvage russe. C'était une terrible copie de ce que Staline avait fait aux Allemands eux-mêmes, quelques mois ou années auparavant. Une fois la péninsule débarrassée de sa population autochtone, les nazis prévoyèrent de construire une société agraire hyper moderne et idéalisée. Elle serait reliée directement à Berlin, par une immense autoroute et des réseaux ferroviaires à grande vitesse. Puisque Staline avait déjà déporté les Goths de Crimée d'origine, Hitler et Himmler ont imaginé une alternative très étrange pour y réinstaller des Allemands. Les ramener serait bien plus compliqué et nécessiterait de conquérir totalement l'Union soviétique. Ils ont donc décidé de réinstaller de force toute la population germanophone du Tyrol du Sud, une région des Alpes italiennes, directement en Crimée. Cela a résolu un gros casse-tête politique pour Hitler, car cela a permis d'évacuer une minorité ethnique allemande, qui faisait alors partie de l'Italie, et causait des frictions avec son allié fasciste Benito Mussolini, tout en donnant à la Crimée une population de remplacement composée, selon lui, de paysans allemands purs. Comme nous le savons, le rêve nazi d'un paradis gothique alpin relié par autoroute sur la mer Noire s'est évidemment effondré et a disparu. En 1944, l'armée rouge soviétique a percé les lignes allemandes, forçant la Wehrmacht à une retraite brutale et chaotique de la péninsule. Les grands projets pour Gothenburg et Theodrichshafen, que je prononce sûrement mal, ont été laissés à l'abandon dans des archives bureaucratiques oubliées. Mais tout ce plan, ou plutôt cette saga, laisse une marque sombre dans l'histoire de la région. La combinaison d'un ancien mythe de migration et de la migration bien réelle des fermiers allemands du XIXe siècle a créé cette tempête parfaite. Les nazis ont pris une curiosité intellectuelle inoffensive sur les anciennes racines allemandes et l'ont utilisée pour justifier un cauchemar bien réel d'épuration ethnique totale. Au final, l'histoire de l'intérêt allemand pour la Crimée montre exactement à quel point il est dangereux lorsqu'un État commence à réécrire le passé pour nourrir un fantasme utopique d'avenir. Ce que je trouve le plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la Crimée reste un territoire disputé, mais cette fois entre deux autres pays, à savoir l'Ukraine et toujours la Russie.